Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien à 8h20 sur BFM Business et RMC Découverte, c'est Éric Coquerel. Bonjour, vous êtes député LFI, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. On va parler bien sûr de la COP28, mais avant, la loi immigration qui patine. Il doit y avoir des discussions encore ce matin avec la droite et la Première ministre. On va vers une commission mixte paritaire. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que c'est complètement cuit? J'espère qu'on ne va pas y arriver, parce que moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que cette loi ne passe pas, à la fois parce qu'elle est injuste, inefficace, et que c'est, j'ai compté, la 22e loi en 30 ans sur la question de l'immigration qui épouse toujours plus ou moins les thèses de l'extrême droite. L'immigration serait un problème majeur pour le pays, et il conviendrait, de la limiter, de faire en sorte de compliquer l'accueil aujourd'hui et la vie des migrants dans ce pays. Je crois que c'est quelque chose de totalement faux et qui ne répond pas aux besoins ni économiques ni de la population. Donc j'espère qu'elle va être battue. Et à mon avis, ça va être le cas. On y va. Je vous dis pourquoi. Parce que cette commission mixte paritaire, il y a deux solutions. Soit elle n'est pas conclusive. Le chef de l'État lui-même a dit que dans ces cas-là, le texte serait retiré. Bon. Soit elle est conclusive, mais si elle est conclusive, je ne vois pas la droite sénatoriale faire des cadeaux aujourd'hui au camp du président de la République. Donc ça veut dire que le texte reviendrait à l'Assemblée nationale dans sa version très droitière du Sénat. Et là, je pense qu'elle n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc dans ces cas-là, il y aura un échec de cette loi et j'en serais ravi. Mais vous souhaitez qu'il n'y ait pas de loi parce que vous considérez que cette loi n'est pas bonne. Simplement, nous, on a beaucoup de chefs d'entreprise sur ce plateau, on organise des débats. Il y a quand même une disposition de cette loi qui leur convient et qu'ils réclament, c'est le fait de pouvoir régulariser des gens qui travaillent sans papier. Alors officiellement, il y en a quelques milliers. Officieusement, ils nous disent tous qu'il y en a des dizaines, voire des centaines de milliers. Ils disent on ne veut pas être hypocrite. On veut que ces gens puissent être régularisés. Et ça, c'est dans la loi, même dans sa version la plus droitière. Alors déjà, premièrement, ils ont raison. Bon, disons-le très clairement. Moi, je préfère que des chefs d'entreprise admettent la réalité du pays. La réalité du pays, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la part de l'immigration de travail dans l'immigration officielle, elle est seulement de 16%. Elle est très faible. Bon, parce qu'il y a notamment beaucoup de regroupements familiales, il y a beaucoup, etc. Non, il y a très peu de regroupements familiales. Il y a 4% seulement des visas aujourd'hui qui sont des regroupements familiales. Non, tout simplement parce que justement, on a une espèce d'idéologie depuis des années qui laisse penser que l'immigration est une chose mauvaise. En réalité, on sait que même d'un point de vue économique, la France est toujours... Oui, mais sur ce plateau, nous avons besoin de l'immigration. Et il y a ça dans la loi quand même. Et voilà. Alors attendez, comme on limite considérablement l'immigration dans ce pays, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a du coup des dizaines de milliers, voire certainement des centaines de milliers de personnes qui travaillent de manière illégale. Donc c'est ça qu'il faut régler. Mais ce qui est proposé dans cette loi, l'article qui est proposé, n'est que, en réalité, la circulaire Valls, a légèrement modifié. À l'initiative du salarié, ce qui est quand même nouveau. Oui, est légèrement modifié. Ouais, or, on sait que la circulaire Valls, dans les conditions qui sont mises, en réalité, c'est la croix et la bannière. C'est mieux que rien. C'est-à-dire qu'on redonne la main aux salariés. C'est mieux que rien, admettons. Mais à côté de ça, on a de l'autre côté tout un pan de cette loi qui durcit l'accueil, qui durcit la vie des migrants ici, qui criminalise le fait que si ils sont venus de manière irrégulière, ils ont vocation à repartir avec un coût pour le pays qu'on sait faramineux. Ça coûte très cher de forcer des gens à repartir, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a des durcissements de l'accueil des migrants. Donc on a un aspect sécuritaire, on a un aspect discriminatoire, et c'est pas un des éléments de cette loi qui, encore une fois, est très homéopathique par rapport aux besoins qui va régler la question. Donc nous sommes par exemple pour dire que dès lors qu'il y a preuve de travail, on régularise les gens de ce pays. Donc c'est la régulation des travailleuses et des travailleurs sans papier. C'est pas ce que fait cette loi. En tout cas, cette loi, on a bien compris, c'est quand même très très mal parti. La COP28, hier, un accord a été sorti à Dubaï, un accord pour effectuer une transition des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Le mot, c'est transition, on n'a pas le mot sortie. Est-ce que vous saluez quand même à minima cet accord ? Bon, chacun conviendra que c'est pas à la hauteur de la situation. Voilà, on vient de vivre l'année la plus chaude. Historiquement, avec toutes les conséquences, je ne veux pas ici les énumérer, mais nous le connaissons, absolument catastrophique. Et on n'a pas voté la sortie de ces énergies fossiles, tout simplement parce qu'il y a eu un blocage de plusieurs pays, et on est vers quelque chose qui est
qui est de l'ordre du vœu pieux. Alors j'espère que ça ne sera pas complètement un vœu pieux, mais vous trouvez pas que ça avance quand même un peu? Comment? Vous trouvez pas que ça avance quand même un peu? Bah moi ce que on a quand même des experts. François Gémen nous dit c'est un accord historique, on avance. La Norvège dit on avance. On avance, mais je vous fais remarquer que depuis l'accord de Paris, on nous dit qu'on avance et que même en France, on ne respecte pas l'accord de Paris parce que justement, il n'y a pas de contrainte. Dans ce texte, par exemple, il n'y a aucune contrainte précise, concrète dans les années à venir sur la réduction de l'empreinte carbone. Rien. Que ce soit sur le pétrole, le charbon, etc., dont on sait qu'il continue à augmenter en termes de production, alors même qu'il devrait réduire de manière drastique. Rien que pour les accords de Paris, il faut réduire, par exemple, de 43% d'émissions d'ici 2030. On voit qu'on n'est pas là. Mais donc, je peux, moi, je suis de façon, j'allais dire, je pense effectivement ce genre de cérémonie, ce genre de réunion internationale, c'est mieux que rien. D'accord, c'est mieux que rien. Ça indique une tendance, mais malheureusement, c'est pas ça qui va résoudre la question. Mais soyons très concrets. Vous avez raison. La demande pour le pétrole, elle est là. Et vous-même, vous avez réclamé à corps et à cri, vous avez obtenu des subventions du pétrole tout au long des dernières années. On a subventionné et vous avez regretté qu'on fasse disparaître la subvention de 30 ou 40 centimes au litre de carburant. C'est complètement contradictoire. Non, on n'a pas dit ça, je suis désolé. Nous, on n'a pas dit ça. Non, on a estimé que si on devait diminuer le prix du carburant, c'est les distributeurs qui devaient payer. C'est pas l'État qui devait payer. Deuxièmement, par exemple, nous sommes pour supprimer des niches fiscales. Je pense par exemple à la niche sur le kérosène, absolument incroyable. Est-ce que vous êtes pour la taxe carbone, par exemple, qui permettrait de faire un fléchage? Revenons sur la question de la taxe carbone. Ce qu'on pense, c'est que l'écologie, elle doit être populaire. Elle ne peut pas être punitive, notamment par rapport aux plus défavorisés de nos concitoyens. Donc si vous forcez les gens à prendre leur voiture, parce qu'il n'y a pas assez de transport en commun, parce que vous éloignez toujours plus leur lieu de travail de leur lieu de domicile, on ne peut pas en plus, après, eux, à la fois les culpabiliser et, j'allais dire, faire en sorte que ce soit eux qui, à la fin, payent la marge. Non, la question, elle est beaucoup plus massive. Elle est sur le fait qu'aujourd'hui, vous avez des niches fiscales extrêmement importantes qui persistent et qui font que, additionner, en réalité, c'est presque plus que les budgets verts qui sont projetés dans les lois de finances. Donc là-dessus, on n'est pas au rendez-vous. Nous sommes par exemple pour une planification écologique, c'est-à-dire une vraie planification écologique, pas seulement le mot qu'a repris le chef de l'État. Ça veut dire qu'on parlerait aménagement du territoire, ça veut dire qu'on irait vers le 100% renouvelable, ça veut dire qu'on irait sur une vraie politique d'isolation thermique et pas celle insuffisante proposée par le gouvernement. On en est très loin. Voilà. Je voudrais revenir quand même sur la COP28, excusez-moi, sur une notion. Il y a, ces vœux pieux qui ont été... en tout cas, ces aspirations qui ont été votées, c'est mieux que rien, d'accord, c'est mieux que rien, mais on n'est pas sur la sortie. Par contre, il y a un sujet, et je reviens du Cameroun, j'étais en visite avec le groupe d'amitié au Cameroun, qui est resté complètement, lui, de côté, ou pratiquement, c'est la question de l'adaptation au changement climatique. Il faudrait, pour l'adaptation au changement climatique, entre 215 à environ 215 milliards d'euros par an. Il y a eu un fonds qui a été créé au début de la COP28, mais effectivement avec un montant assez négligeable. Ça se compte en dizaines de millions d'euros. C'est vrai. Donc là aussi, on est très loin. Alors là, ça pose un problème fondamental. C'est que les pays du Sud, on ne peut pas leur demander de payer la note de notre propre consommation en termes carbone. Mais les Français vont vous dire qui va payer dans les pays du Nord. Mais d'accord, mais sauf pour les pays du Sud, ça nous concerne. Parce que s'ils ne peuvent pas s'adapter au changement climatique, l'atmosphère, il y a, j'allais dire quelque part l'atmosphère, la question du coût carbone ne connaît pas les frontières. Donc il faut absolument mettre le paquet là-dessus. Et là, on en est très loin. Là, par exemple, ça aurait été concret. Parce que là, c'est des aides concrètes qui sont faites et elles ne sont pas sur la table. Sur nos sujets franco-français, on suit ici de très près le dossier Casino, ses évolutions au sein de l'actionnariat et puis les évolutions pour les salariés. Vous avez reçu des salariés ces derniers jours. Vous avez écrit à Bruno Le Maire en lui disant d'être très attentif au sujet. Le 30 mai 2023, donc il y a cette date, j'avais reçu le syndicat CGT qui s'alarmait considérablement à la fois des conditions de travail des salariés, mais surtout... on parle de la reprise des supermarchés, hypermarchés, Casino par d'autres enseignes comme Intermarché par exemple. Oui, absolument. Et eux, ils s'inquiétaient aussi de la politique de Casino. C'est-à-dire qu'à la fois sur la politique tarifaire appliquée, à la fois par exemple sur le fait de vendre de plus en plus les murs des magasins, avec des locations qui en réalité coûtent cher en plus pour le groupe. Le fait d'avoir recours de plus en plus à des franchises sur Monoprix qui est pourtant une enseigne qui fonctionne, qui marche. Eux, pour aller vite, en gros, ils se demandaient si les choses n'avaient pas été organisées pour permettre que Casino perd des parts de marché et après soit vendu pour je ne sais quel intérêt, mais en tout cas c'était... Je ne sais pas si vous dites ça à Jean-Charles Derouy qu'il a organisé sa propre déconfiture financière. Je sais pas, c'était leur... En tout cas, il trouvait... Eh ben, oui, il a eu envie de ça. Bon. D'accord, mais ça, vous conviendrez avec moi que ça m'est un peu égal de savoir ce qu'il pense. Ce que je sais, c'est que les salariés s'interrogeaient
depuis maintenant des années sur la politique suivie par Casino par rapport à des choix rationnels. Et donc, ils souhaitaient tirer la sonnette d'alarme du ministère de l'Industrie sur cette question. J'observe que malheureusement la situation s'est empirée. Il y a d'ailleurs une grande manifestation dimanche à Saint-Étienne de tous les syndicats. Et j'espère que beaucoup de gens y seront pour essayer de continuer à mobiliser. Bon, parce ces que magasins, ils ne vont pas fermer, ils vont être repris par d'autres, notamment qui fonctionnent mieux d'un point de vue commercial, comme Intermarché, la question, c'est de savoir qui gagne les parts de marché. D'accord, mais la question, c'est de savoir qui est repris, dans quelles conditions, quel nombre de magasins. Et là, il y a une bataille à mener, évidemment. Merci beaucoup, Éric Coquerel, président de la Commission des finances à l'Assemblée, d'avoir été notre invité.